Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous remercie pour votre patience. Vous l'avez vu sûrement la dernière semaine qu'on s'est vu, là, j'étais quand même très malade. Euh, la dernière fois que j'ai pris congé aussi longtemps, je pense que c'est quand j'ai eu mes enfants. Donc, j'espère que ça n'affectera pas trop votre réussite, là. Comme je vous disais dans mon message, et ça, si vous ne l'avez pas consulté à l'heure actuelle, le message, il est disponible sur Mio. Il est disponible dans les publications aussi de notre équipe marketing web et dans notre équipe de logistique. Donc, là, on est la dernière semaine de la session. Et là, on m'a dit d'allonger mes séances d'1 heure. Ensuite, vendredi, on va se voir. Mais malgré tout, d'après moi, il manque des heures. Donc, je m'attends à ce que dans la journée du 5 février, donc lundi, on me rapporte les informations. J'ai proposé différentes choses là, qui peuvent aussi convenir à votre organisation familiale, personnelle et de travail et tout ça. Donc, je vous reviens dès que je le sais, en fait, parce qu'on se voit mercredi, mais si je le sais dans la journée de lundi ou de mardi, je vais vous faire un message concernant cette information. J'en profite pour vous dire aussi que le TP de marketing web, tout comme la deuxième partie du TP de logistique, j'ai déplacé la date de remise au 14 février. Plusieurs ont déjà remis leur TP de marketing web. Par contre, c'est possible de faire un autre dépôt. Donc, si vous êtes satisfait du TP tel qu'il est, c'est bon pour vous, c'est terminé. Mais si jamais vous avez le goût de l'améliorer, vous pouvez simplement améliorer, faire une nouvelle version, vous déposez la version dans la boîte de dépôt et puis moi, je prendrai la dernière version. Alors, ça, c'est l'information pour aujourd'hui. Sinon, là, il y a 2 capsules dans la séance d'aujourd'hui. La première concerne les indices de performance. J'approfondis pas énormément parce que je le sais que vous le voyez dans d'autres cours. Donc, c'est surtout on va tourner autour de euh, quel est l'impact pour la planification marketing. Et on va voir aussi un peu de budget. Le budget, c'est toujours une histoire compliquée quand je l'enseigne parce que c'est toujours difficile d'avoir des informations réelles, mais j'ai au moins un exemple que je peux vous présenter. La présentation que je fais utilise mon PowerPoint comme d'habitude. Ce PowerPoint est disponible dans la section présentation de notre cours. Donc, je vais aller chercher ma présentation et on va débuter. Donc, les indices de performance, vous connaissez peut-être plus l'acronyme anglophone qui est KPI pour Key Performance Indicator, ou on dit aussi en français les indicateurs clés de performance. Ça change légèrement, mais de façon générale, l'objectif est le même. C'est-à-dire que quand, quel que soit là, notre travail, puis je pense que l'exemple le plus simple que je pourrais vous donner, c'est dans notre vie personnelle. Si on décide de se mettre à la course à pied, faire du jogging tous les jours, on se donne un objectif. Hein, on pourrait se donner un objectif SMART, par exemple. Et là, si je veux voir l'évolution de mon entraînement pour voir si j'ai rencontré mon objectif, bien, souvent, ce que je vais faire, je vais avoir peut-être une montre qui va pouvoir calculer le temps de course, le nombre de kilomètres que je fais, bref, qui mesure mes performances, qui indique mes performances. Donc, les KPI, c'est le même concept. Ce que ça signifie d'emblée, c'est qu'il faut que j'ai un objectif à mesurer. Donc, tout est toujours lié, en fait. Je pourrais dire n'importe quel indicateur de performance, mais ce qui est important, c'est qu'il soit une bonne mesure de l'atteinte de l'objectif que je me suis donné. C'est pour ça qu'en fait, on n'en a pas besoin de
plusieurs, parce qu'on peut venir mélanger, là. Vous en prenez quelques-uns, peut-être 3 ou 4, qui vont suffire à évaluer votre compétence, votre campagne de marketing web. Donc, alors, dans la présentation ici, on mentionne aussi qu'il y a plusieurs KPI. Il y a des centaines de KPI. Moi, je vais vous en présenter 23 notamment. On peut avoir aussi deux types de mesures de la performance. Typiquement, la mesure quantitative. Donc, dans mon exemple de course à pied tout à l'heure, alors combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui, en combien de temps? Donc, ça se calcule, c'est quantifiable. Alors, ce sont des KPI qui sont beaucoup plus faciles à mesurer aussi. Par exemple, ça pourrait être dans le secteur des ventes, chiffre d'affaires réalisé par l'équipe, la marge qui est dégagée. Donc, est-ce qu'on a été très rentable, chiffre d'affaires, combien de réclamations de nos clients, etc., etc. Donc, ça se calcule, ça se quantifie. La notion qualitative, elle est très importante en marketing, service à la clientèle, à titre d'exemple, mais elle est plus difficile à évaluer. Évaluer, par exemple, la motivation des équipes, la qualité de la relation client, la formation. La formation, à la limite, c'est dans la réception d'une formation. Est-ce que les gens connaissent bien leurs produits? Donc, quand c'est pour du service à la clientèle, par exemple, on va utiliser des sondages. Donc, les avis, les commentaires, les revues sont des indicatifs là, qualitatifs de notre campagne marketing. Entre autres, si on voulait, par exemple, utiliser un influenceur, on cherchait à créer un marketing viral. Donc, et ça, il y a des logiciels, Python, entre autres, là, peut analyser les commentaires générés par vos campagnes marketing pour faire ressortir l'information qualitative. Donc, ça, ce sont des indices de performance quantitative. Je vous montre rapidement. Bien, ça, c'est pris dans notre manuel, la boîte à outils là, du marketing digital. C'est dans la section refonte des sites web. En SEO, vous avez sûrement vu ça, le Google Analytics hyper performant, évidemment, pour des suivis principalement quantitatifs. Maintenant, la question à 100 $, quels sont les KPI les plus importants en termes marketing, à titre d'exemple, mais vous allez voir que en termes marketing, mais mon Dieu que ça va toucher beaucoup, beaucoup de choses. On nous en propose, entre autres, je vous ai mis le lien là, de l'article, les KPI marketing, 15 indicateurs clés à suivre absolument. Donc, autrement dit, vous allez vous créer un tableau de bord, je pense que ça, vous l'apprenez en cycle de vente, et vous, comme gestionnaire du site de e-commerce, du marketing web de votre entreprise, vous allez avoir peut-être chaque jour, chaque matin, peut-être avec Google Analytics, à titre d'exemple, le nombre de leads qui ont été générés par ma campagne marketing, le trafic qui a été généré sur mon site, le taux de conversion de visiteurs vers lead, le coût par lead, super intéressant, notamment du fait qu'on va parler de budget, mais c'est sûr qu'on va toujours vous dire que c'est trop cher. J'ai rarement vu un employeur qui disait que les budgets n'étaient pas assez élevés. Donc, vous allez avoir beaucoup à argumenter, à démontrer la pertinence d'une dépense. Donc, le coût par lead est très pertinent. Un coût par lead, c'est combien ça m'a coûté pour aller chercher un client potentiel. Et ça se calcule à travers le budget de nos campagnes, par exemple. Le taux de conversion, la croissance du nombre de leads. Évidemment, plus j'ai de leads, plus j'ai de potentiel d'achat, etc. Donc, je vous les laisse lire. Je vous dirais, notamment pour le TP, là, ça peut être intéressant à réutiliser. Et ça, de toute façon, vous allez avoir un cours dédié à la performance de votre site web. Vous voyez le petit logo en orange. En haut, c'est le logo de HubSpot. Donc, on va s'en servir dans l'activité d'aujourd'hui. D'autres types ou une autre façon de choisir nos KPI. Là, je vous ai trouvé, en fait, j'ai utilisé un entonnoir d'achat qui est l'entonnoir de conversion, là, typiquement. Des fois, il est juste présenté légèrement différent. Ici, les mots de vocabulaire utilisés, c'est découverte, engagement,
Engagement, ça veut dire que la personne se promène sur votre site web, a le goût d'acheter, se convertit, donc fait l'achat, et rétention, la fidélisation. Donc, on va regarder dans la notion de découverte, quels sont les KPI les plus intéressants. Bon, notamment les impressions. C'est une impression, rappel si vous l'avez vu ou pas dans un autre cours, c'est le nombre de fois où votre annonce ou autre contenu est présenté à un internaute. Et ça peut être payant ou organique, là, ça a peu d'importance. Il est important de noter qu'une impression, ça veut pas, c'est pas, ah oui, c'est intéressant ça, c'est pas nécessairement un clic. Une impression, c'est pas un clic. Une impression, c'est une pub qui s'affiche à mon internaute. Ensuite, toujours dans découverte, le nombre de nouveaux visiteurs avec des cookies et Google Analytics, vous êtes capable de récupérer cette information-là. Ça, c'est comme une première étape. Hein? Nouveaux visiteurs, ça va être un KPI quand je suis dans une démarche de marketing web où je vais aller chercher la nouvelle clientèle. Par la suite, ces nouveaux visiteurs-là, je vais vouloir qu'ils convertissent et qu'ils fidélisent. Ça pourrait être dans une seconde phase de campagne. Dans l'engagement, on peut aussi les pages vues par visite. Évidemment, plus un internaute prend le temps de naviguer sur notre site, plus il a de chances de s'y intéresser et éventuellement d'acheter. Durée moyenne des visites, même chose. Taux de rebond dans l'engagement, mais là, ça, en fait, c'est un mauvais signe. Hein? On se souvient, un taux de rebond, c'est votre internaute arrive sur votre page d'accueil et pouf, il repart immédiatement parce que disons, vous étiez sport expert et donc un magasin d'articles de sport et puis lui cherchait une autre information, donc il est reparti immédiatement. Donc ça, c'est dérangeant. C'est notamment dérangeant s'il a fait un clic vers votre site web parce qu'en fait, c'est de l'argent perdu. Vous allez avoir payé il y a un coût par clic, notamment avec les Google Ads, et s'il n'est pas récupéré pour aller vers la conversion, c'est vraiment de l'argent perdu, là. Donc, quand on parlait au début de la séance du coût par lead, ou le coût, ça coûte combien obtenir un lead, bien, quand j'ai un gros taux de rebond, c'est très négatif comme type d'indicateur. Il faut que je corrige la situation. Dans ma conversion, ben, c'est le taux de conversion. Donc, par rapport au pourcentage de personnes qui sont ou au trafic, combien génère réellement des ventes. On peut pousser la réflexion. Vous pouvez analyser cette métrique pour une campagne. Ça pourrait être par une catégorie de produits. Tu sais, ça fait toujours en référence à l'objectif qui était recherché. Valeur moyenne des commandes, super intéressant. C'est le genre de KPI qu'on veut en tout temps connaître. Parce que valeur moyenne des commandes, si je suis en début de travail marketing web, ben d'un, c'est comme faire l'état des lieux. Qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle? Sans avoir fait de gros efforts marketing, qu'est-ce que j'ai comme valeur moyenne des commandes? Ça va me permettre aussi, on va le voir en logistique, la question à se poser, est-ce que je fais la livraison gratuite ou pas? Parce que c'est un coût pour moi, ça, de la livraison, si je dois assumer les coûts. Donc, à quel moment c'est rentable pour moi? Donc, à quelle valeur de commande ça peut être intéressant pour moi? Taux d'abandon du panier ou de la caisse. Ça, excusez, je réfléchis. Parce que je ne me rappelle plus si c'est en logistique ou en cycle de vente qu'on voit ça. Mais bref, le taux d'abandon du panier, des fois, les KPI, si on ne prend pas le temps d'analyser le pourquoi, parce que particulièrement un KPI qui est quantitatif, donc j'ai 70% de taux d'abandon du panier. C'est la catastrophe. Mais si j'analyse un petit peu plus loin, puis je constate qu'en fait, les gens prennent le panier comme une liste de souhaits parce que je n'ai pas cette fonctionnalité sur le site. Mais en fait, je vais ajouter le bouton liste de souhaits parce que là, dans le fond,
mon KPI, taux d'abandon du panier, il est faussé par une utilisation qui n'est pas celle pour laquelle il est prévu. Donc, des fois, il faut aller un petit peu plus loin que juste le chiffre. Il faut comprendre le comportement de l'utilisateur. Vous me direz comment on sait ça? Mais on peut prendre, écoute, c'est sûr que parfois, ça va être par déduction, là. Je prends juste le cas de chez moi, là. Vous devriez savoir. Je pense qu'il y a j'ai un site Internet dans lequel je dis toujours à ma fille, mais ce qui t'intéresse dedans? Puis justement, j'utilise le panier d'achat comme liste de souhaits. Je pense qu'il y a 40 items, là. Pourtant, ce n'est pas une épicerie que je fais, là. Donc, des fois, on peut y aller par déduction comme ça, ou on peut faire des sondages auprès de la clientèle. Donc, on peut envoyer, parce que la personne s'est rendue au panier d'achat, elle a peut-être laissé son adresse web, on pourrait y envoyer un message. Bref, essayer de trouver la raison de. La rétention, donc ça, c'est la fidélisation aussi. Bien, la fréquence d'achat, hein, on le sait, ça coûte cher aller chercher un client. Donc, une fois qu'il est là, on veut le conserver. Et on a aussi la notion de valeur à vie du client. Donc, ce KPI représente le montant total que vous gagnez de vos clients sur la durée de votre relation avec eux. Donc, c'est important de le calculer parce qu'il s'agit d'un nombre à mesurer par rapport à votre valeur moyenne d'achat et peut révéler des activités de répétition et de rétention, soit qui sont sous-performantes ou à l'inverse, qui peuvent me donner l'idée de mettre en place une application. Par exemple, bon, j'ai Boomerang en tête, là, mais disons que vous, vous avez des produits qui peuvent être achetés hebdomadairement ou mensuellement. Ben, si la commande automatique peut être mise en place, ben, ça va donner un bon service à la clientèle, puis vous aussi, une récupération là-dessus. Ensuite, je voulais prendre quelques minutes pour vraiment se mettre en tête le lien clair entre objectif et indice de performance. Donc, on a 4 exemples d'indices ici, d'objectifs. Et puis, par la suite, on va aller voir, dépendamment du type, on va aller voir quels seraient les meilleurs KPI. Donc, notre objectif numéro 1, augmenter les ventes, donc dans la notion de vente, de 10 sur le prochain trimestre. Mais on va proposer un indicateur de performance, par exemple, du nombre de ventes quotidiennes, du taux de conversion, du trafic du site. Objectif numéro 2, augmenter de 2 mon taux de conversion cette année. Vous me direz, ce n'est pas tout à fait smart, là, mais on va laisser tomber. Quels seraient les meilleurs indices de performance? Bon, on aurait le taux de conversion, le taux d'abandon des paniers qui pourraient être utilisés, la tendance actuelle des frais de livraison, tendance des prix de mes concurrents. La notion d'analyse des concurrents est toujours présente. Objectif numéro 3, augmenter mon trafic de 20 l'année prochaine. Les différents indicateurs de performance qu'on pourrait prendre, nombre de visiteurs, source de trafic, parce qu'en fait, c'est un nombre de visiteurs, donc ça me permet toujours de savoir mon état de la situation à l'heure actuelle et l'évolution et de faire, on dit, parfois on va utiliser le mot, c'est une démarche qui est itérative. Donc, c'est peut-être un nouveau mot pour vous, on l'utilise beaucoup en gestion de projet. C'est le fait que j'attends pas que ma campagne soit terminée pour ajuster la situation. Si je vois que mon nombre de visiteurs n'augmente pas suffisamment, mais avant même d'arriver à la fin de la campagne, je vais tenter d'autres initiatives pour améliorer les performances. Donc, je vais le suivre au quotidien et je vais m'améliorer. C'est ça la notion itérative. Objectif numéro 4, réduire de moitié les appels vers le service client dans les 6 prochains mois. Alors, on aurait, par exemple, classification des appels par type pour être capable de voir ce que je pourrais faire peut-être une page de faits, de questions fréquentes et tout ça. Je pourrais peut-être me mettre un chatbot, donc identifier les pages visitées juste avant l'appel. Donc, ça me permet de constater que la page n'a pas donné l'information qui était recherchée. Et puis, événement ayant provoqué l'appel. On peut aussi le mesurer. Ça, je vous dirais, c'est plus de façon technologique, de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Si on voit, bon, d'autres indicateurs de performance, si on regarde pour les ventes,
On en a ici 12 qu'on peut utiliser. Je vous les nomme pas tous. Alors, peut-être je vais vous donner une idée. Il y a des notions de comptabilité là-dedans. Dans la deuxième ligne, coût de revient par produit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, le coût de revient par produit, c'est de savoir combien ça me coûte vendre ce produit. Donc, à la base, j'ai le coût du produit en tant que tel. Donc, je vends une chaussure, j'achète la chaussure en Chine à 5 puis je la revends 50 OK? Fait que là, j'ai la différence entre les deux. Là, j'ai un coût qui est le 5 au niveau de l'achat, mais j'ai tout le coût aussi du marketing, des ventes, tu sais, si j'ai des vendeurs, si j'ai un service client. Donc, tout ça, je vais le calculer pour savoir combien ça me coûte par produit. Quel autre? Taux de conversion affinité entre les produits, lesquels sont achetés plus souvent ensemble. Mais ça va me permettre de faire des propositions à l'acheteur. Compétitivité des prix, niveau d'inventaire, ça vous allez le voir plus en gestion d'approvisionnement. Et puis, on l'utilise beaucoup à partir d'un logiciel. On a en marketing ceux qui sont souvent utilisés. Bon, trafic sur le site, il n'y a pas que nous qui l'utilisent. Les visiteurs uniques, les visiteurs récurrents, je vais pouvoir travailler des démarches marketing différentes. Temps passé sur le site, nombre de pages vues, source de trafic. Et ensuite, là, c'est vraiment plutôt sur mes initiatives marketing. J'ai combien d'abonnés à ma newsletter? J'ai combien d'abonnés pour mes SMS? Nombre de discussions en direct qui a pu être fait. J'ai nombre de fans sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Tout ça aussi, on se rappelle que ça va m'aider au niveau du SEO. Volume de trafic provenant de la publicité payante. Hein, dès que je paie, je trouve ça trop cher. Donc, ce que je veux, c'est que ça génère des bons résultats. Volume de trafic d'un blog. Taux de conversion sur mes places de marché. On se souvient qu'une place de marché, c'est par exemple Amazon. Performance des programmes d'affiliation. Donc, ce sont des éléments que je vais travailler en marketing. On pourrait travailler aussi le service client. Donc, en conclusion, une fois que vous avez sélectionné vos objectifs, c'est là, c'est la source même de la décision sur quels sont les indices de performance que je vais prendre. Ensuite, je vais faire un suivi minimum hebdomadaire, possiblement quotidien si j'y ai accès, parce que je veux faire une correction s'il y a lieu. Surtout, ce suivi de la performance devra devenir l'un des facteurs de décision. Donc, on a travaillé ensemble. Des fois, on discutait là, en groupe, là, puis je disais, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont beaucoup d'expérience. Donc, votre expérience vous permet ce qui semble être une intuition, mais de dire, ah, il faudrait faire ça. Mais là, il faut aller vers une façon de réfléchir qui est appuyée sur des données qualitatives ou quantitatives comme les KPI, parce qu'entre autres, on va vous demander d'argumenter pourquoi tu prends cette décision, pourquoi tu veux faire cette dépense. Alors, pour le fameux pourquoi, là, il faut avoir la référence, avoir des notions. Quelques outils pour faire des tableaux de bord ou quelques informations. Donc, avant de passer au budget, juste vous dire, je vais le mentionner à la fin, là, mais l'exercice en lien avec cette capsule, c'est sur HubSpot. On va le voir tantôt, puis c'est concernant non pas le budget marketing, mais bien l'analyse, le reporting. Faire des rapports. Bien, faire des rapports sur comment la campagne avance, bien, c'est utiliser des indices de performance. Le marketing digital. Donc, ça, c'est une image là, qui n'est pas nécessairement en référence à quelque entreprise que ce soit. Budgétisation et sélection du mix médias digitaux. Ce que ça signifie, c'est que pour chaque dollar que je vais dépenser, je vais vouloir avoir la plus grande rentabilité possible. Et ça, avec le temps, donc avec la récupération des informations provenant des indices de performance,
je vais savoir quel est pour mon entreprise le meilleur mélange de campagnes à mettre en place. Donc, ça va me permettre de déterminer le niveau de dépenses optimales associé aux différentes techniques de communication. Et ça repose sur une démarche itérative. Donc, comme je vous disais, c'est une démarche qui évolue avec le temps. Puis là, on va voir l'image en plus grand à la prochaine diapo. C'est les variations typiques d'un mix des médias. Donc, un mix des médias, c'est le mélange là, de tous les médias que je vais utiliser selon un budget, selon une agence française qui s'appelle Z-Media. Donc, ce sont des recommandations. Donc, cette agence-là, elle est spécialisée là, à faire des mix médias. Ne mélangez pas marketing mix et mix média. Ça vient mélanger à un moment donné, là. Mais c'est vraiment le panier d'outils que je vais mettre en place. Alors, leurs recommandations en matière de médias digitaux pour une campagne axée sur une réponse directe et une campagne axée sur la marque. Donc, la marque sur le branding. Une réponse directe, ça pourrait vouloir dire je veux que le client vienne sur mon site, je veux que le client achète un client qui va cliquer. Donc, c'est vraiment un call to action. Donc, en réponse directe, il proposait, maintenant, vous avez un budget de 50 000 €. Ben là, on va aller sur des canaux qui sont économiques, mais qui ont un grand volume. Donc, par exemple, sur Google, les aspects de recherche, bien, les coûts par clic de Google, alors 60% de mon budget du 50 000 € va aller là. Des démarches auprès d'affiliés, 30%. Des publicités display, on va le voir dans les autres capsules, les autres séances, c'est display, tout ça, là. 10%. Et je fais un test de 2 à 4 semaines. On va le voir tout à l'heure dans mon exemple de budget. Faites toujours un test sur une plus petite démarche avant d'investir des milliers de dollars pour valider que ça fonctionne bien. Ensuite, ça monte comme ça là, jusqu'à un budget de 500 000 € pour la réponse directe. Vous voyez que la réponse, quand on veut travailler le branding, donc le branding, la gestion de la marque ne va pas m'amener immédiatement une vente souvent, mais elle va développer comme un engagement envers la marque qui fait que ça peut vouloir dire la valeur à vie d'un client soit plus grande parce que le client va au-delà d'un besoin d'achat de chaussures, il intègre les valeurs de la compagnie. Donc là, mon ciblage prioritaire, ça va être sur des sites clés. Ensuite, je vais pouvoir élargir, dépendamment du budget. Alors, c'est intéressant, là, c'est un petit peu des petites recettes, là, parce que quand on commence, c'est toujours un petit peu difficile, là, quand en plus, on ne connaît pas l'entreprise où on travaille et tout ça. Donc, des petites recettes comme ça sur qu'est-ce qui peut bien fonctionner. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, ils ont travaillé sur un budget de 50 000 à 500 000 €, là, c'est quand même très gros, là. Si vous êtes sur des PME, ce sera moins que ça, mais c'est bien rapporté en pourcentage. Donc, si j'ai un budget de 15 000, mais il y a 60% du 15 000 qui va aller sur le coût par clic, etc. Maintenant, si je veux me faire un budget, 6 étapes pour budgéter vos dépenses marketing. Donc, première chose, soyez smart. On est encore aux objectifs. C'est logique parce que, tu sais, si on part du fait que vous allez devoir argumenter, démontrer la pertinence de vos démarches, que ce soit pour la campagne marketing, que ce soit pour votre budget, vous devez les appuyer envers quelque chose. Alors, d'avoir au départ les bons objectifs, bien, ça me permet par la suite de bien argumenter. 2, dresser un portrait complet de la situation à l'heure actuelle. Donc, on en a actuellement, là, on a un budget de marketing web de combien? Quelle est ma capacité financière actuelle? Est-ce que je peux augmenter le budget ou pas? Quelles sont les performances actuelles de vos campagnes? Et toujours en lien avec mon objectif. Ensuite, on va aller voir nos concurrents.
Observez ce que font les concurrents de votre secteur. Toujours, toujours. Puis après ça, vous prenez une décision. Est-ce que je veux être comme lui, comme mes concurrents? Je veux avoir une présence média plus grande ou moins grande? C'est une décision d'affaires, mais c'est important de toujours connaître les stratégies de mes concurrents. Ensuite, je vais réaliser l'inventaire de mes besoins. Est-ce que cette année, on a besoin de faire une refonte du site web? Nos campagnes publicitaires en ligne, comment on les fait fonctionner? Mes médias sociaux, est-ce que j'ai besoin d'aller, est-ce que j'ai tous les comptes? Est-ce que je ferme des comptes? J'en ouvre des nouveaux? Est-ce que je fais une publicité payante, etc.? Un bon réseautage avec les médias traditionnels s'il y a lieu. Est-ce que je vais faire de la vidéo? Si oui, quelle sera la qualité recherchée? Les infolettres, est-ce qu'on en fait? Formation, en fait, c'est pour nous à l'interne, pour les employés, pour rester à jour. Ensuite, j'attribue les coûts potentiels. Donc, chaque élément que j'ai besoin de faire des dépenses, là, je dis, mettons le site web, j'ai besoin de mettre tant d'argent, etc. Ensuite, là, on surveille et on ajuste les dépenses au fur et à mesure. Des fois, entre autres, pour le coût par clic, ça peut aller très, très vite. Ou entre autres, si je n'ai pas bien choisi mes mots-clés, ça peut être fortement inefficace. Donc, ça a ajusté tout ça. Un exemple, on nous donne un exemple d'une PME qui est spécialisée en marketing web. Donc, une firme quand même d'une bonne taille parce que son budget annuel est de 100 000 $. Donc, elle va mettre, entre autres, cette année, on a besoin de faire une maintenance du site web. On va se mettre 5 000 $. Ça, c'est une banque d'heures. Une banque d'heures, donc, c'est des consultants en programmation ou quelqu'un comme vous qui va améliorer le site. Toujours les frais d'hébergement et de domaine. La maintenance, les mises à jour continues du site. Donc, je peux faire une banque d'heures d'amélioration, mais tout au cours de l'année, il faut que mon site web bouge. Optimisation des moteurs de recherche, un 8 000 $ pour recherche, analyse de mots-clés, optimisation des pages, gestion des erreurs, optimisation hors page, donc création de liens, promotion, et voyez-vous, analyse et rapports pour pouvoir corriger les situations. Publicité, référencement payant, 25 000 $ pour des campagnes Google Ads ou sur d'autres plateformes. Création d'annonces, la rédaction. Bravo ChatGPT, mais on a encore besoin d'humains. Gestion des enchères, optimisation des mots-clés, ça peut prendre beaucoup de temps. Analyse des rapports. Marketing de contenu, donc créer des blogs et tout ça, un 15 000 $ là-dessus. Ensuite, marketing par courriel, 18 000 $, frais de logiciel de service, conception de modèles, campagne d'acquisition d'abonnés, gestion des listes et segmentation. Médias sociaux, un 20 000 $, gestion et suivi des médias sociaux. La personne qui s'occupe de ça, c'est 7 sur 7, 24/7. Création de contenu. Évidemment, on peut récupérer des blogs et tout, là. Optimisation du taux de conversion, 6 000 $. Et finalement, outils d'analyse et de veille, 3 000 $. Donc, ça monte vite, là. Ça monte très, très vite. Mais là, c'est sûr que c'est sûrement une entreprise qui va être très bien référencée puisqu'elle est spécialisée en marketing web. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter pour cette capsule. Là, vous allez voir dans la feuille sur ce qu'il y a à faire là, le 5 février, là, vous devez aller sur HubSpot, se connecter sur HubSpot Academy. Je vous ai mis un petit lien, là, comment se connecter. Je pense je me rappelle plus son nom. Je pense qu'on n'a pas fait encore ensemble. Vous devez vous créer un compte. Ils vont sûrement vous demander le nom de votre compagnie, votre site web, combien d'employés, etc. Vous pouvez mettre des informations fictives. C'est pas grave, c'est pas important. Moi, j'ai écrit, mon entreprise s'appelait Bienvenue, puis ça a été correct. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup. Je vais aller. Je vais sortir de là. Je vais aller vous montrer la page. En fait, là, sur HubSpot Academy, il y en a beaucoup, là. En fait, là, ça commence à introduction au logiciel de Marketing Hub. Là. Ça, c'est le logiciel utilisé par HubSpot.
Faites pas tout, ben, si ça vous tente, faites-le. Mais moi, ce que je vous demande, c'est faire des personas, vous connaissez ça, etc. Vous pouvez le faire. Mais pour aujourd'hui, le travail qui est à faire, c'est relativement ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, le reporting, qui est l'analyse des indices de performance. Et donc, c'est uniquement la section comprendre le reporting dans Marketing Hub. Et ça dure 15 minutes à peu près. Mais évidemment, je vous invite à poursuivre là, si ça vous intéresse. Et vous aurez, quand vous serez rendu à la fin de la présentation, à la fin de la formation, vous faites un print screen et vous allez le déposer dans la section Devoirs. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous avez des questions, des commentaires pendant la matinée, vous pouvez m'envoyer un chat. Là. Je vais être connectée. Là. C'est juste que ça me permet de bien répartir l'enseignement, de faire des capsules comme ça. Bon, merci, au revoir.